Bonjour à tous. Donc effectivement, on va regarder un peu ces données là, sur les 20 dernières années pour voir comment ça évolue. Je remercie encore Paul pour le travail qu'il a réalisé pour cette présentation. Je vais passer rapidement sur les premières diapos parce que je vous avais fait trois focus sur les évolutions avant de rentrer dans les 20 dernières années sur les 60 dernières, sur des sources de Météo France. Donc plus 0,3 degrés par décennie sur la température moyenne annuelle. Voilà. Le deuxième point, ce sont des précipitations annuelles qui sont en légère baisse, mais surtout avec beaucoup de variabilité en fait. Voilà. Et le dernier point, focus sur lequel je voulais insister, ce sont des épisodes de canicule. Donc, un épisode de canicule pour Météo France, c'est 3 journées supérieures en température moyenne à 25 degrés. Et là, on voit que sur la décennie 2010, les canicules s'emballent. Le climat, un rôle essentiel pour la vigne, là je ne vous apprends rien. Phénologie, croissance, qualité des raisins. Les données qu'on a regardées pour ce travail vont concerner différentes formes de température, donc les pluies, recharge en eau, et puis des formes de bilan hydrique. Au niveau des aléas, on ne va pas trop insister, juste un petit peu quelques données sur l'échaudage. Par contre, je laisse de côté gel, grêle et inondation. Alors, deux parties. Une première partie sur l'évolution des paramètres météorologiques sur cette période-là, 2020-2019. Pour étudier ces évolutions, donc, on a regardé les données de 7 stations sur nos vignobles. Donc, Viella pour Madiran-Saint-Mont, 2 en Gascogne et aux Écossins, 2 à Cahors, une en bas, une en haut, Anglars-et-Sauzet, une à l'Île-sur-Tarn et puis Fabas à Fronton. Là-dessus, donc, à partir de ces données issues des stations, donc, on a généré des indicateurs agroclimatiques donc, qui sont en relation avec le fonctionnement de la vigne. Donc, on a utilisé des sommes thermiques de température, donc très liées à la phénologie de la vigne. Indicateur de fraîcheur des nuits, là on est plus en lien avec la qualité. Donc ce sont l'indice de fraîcheur des nuits, donc ce sont les températures minimales, la moyenne des températures minimales sur la période de septembre, donc la période de maturation. Le nombre de jours d'échaudage, et puis après plus classiquement des cumuls de précipitations sur le cycle et l'été, et également l'évapotranspiration, ce qui nous permet de générer un modèle de bilan hydrique simplifié, précipitation moins transpiration. Alors, sur 20 ans, que se passe-t-il? Donc là, ce sont les données moyennes sur les décennies 2000-2009 et 2010-2019. Sur la verticale, vous avez des sommes de température. Ce qu'on voit, c'est qu'on passe, en termes viticoles, en 2 décennies, on passe de ce qu'on va appeler un climat tempéré à un climat tempéré chaud. Donc on passe une classe climatique en 10 ans. Et on est assez stable pour l'instant, donc ça c'est sur les abscisses au niveau horizontal, sur le bilan hydrique estival. Là vous avez la répartition des millésimes, donc ça c'était les valeurs moyennes, maintenant c'est la répartition des millésimes. Sur la répartition des millésimes, vous pouvez voir 2 millésimes extrêmes, 2002 en bas, on l'a peut-être oublié, mais il était très frais et humide. Pour ceux qui se rappellent, c'était aussi très aromatique au niveau de la Gascogne. Et puis, le millésime 2003, on en a déjà parlé, je pense que celui-là, il faut le garder en tête, où on est carrément là passé sur des formes de climat chaud pour la viticulture. Donc climat chaud, ça veut dire le sud de l'Espagne. Voilà. J'attire votre attention également pour regarder les millésimes 2011, 2015, 2018 et 2019, qui sont en haut du peloton également, voilà, sur nos dernières années. Les jours d'échaudage, donc vous avez ici donc les différents millésimes, donc 2003 année extrême, très impactante en rendement et en qualité. En moyenne, pour l'instant, nous avons à peu près 5 jours échaudants par millésime, à part 2003, voilà, ce sont des moyennes. On peut voir qu'il y a quelques millésimes comme 2019 où on est passé à 10 jours. Voilà. Donc on voit des évolutions quand même qui vont assez vite à l'échelle
finalement de 20 ans. Si on regarde par station météo maintenant, alors par station météo, donc là on va faire une projection des analyses en composantes principales. Vous avez ici la température, le TP, fraîcheur des nuits et pluie estivale qui sont significativement différents quand on passe de la décennie 2000 à la décennie 2010. Vous avez ici les stations, voilà les stations projetées de 2000 et celles de 2010 qui tendent vers toutes les augmentations. On peut noter quand même qu'au niveau des pluies estivales, pour l'instant, on est également en légère augmentation. Il n'y a que la station de Viella qui se distingue, qui elle reste stable sur ces deux millésimes. Pas d'explication peut-être particulière, c'était le tampon des Pyrénées au niveau de cette zone-là. En termes d'indice de fraîcheur des nuits maintenant, donc les nuits sont fraîches dans nos vignobles. Voilà, si on regarde les classifications climatiques pour la viticulture, nuit très fraîche, inférieure à 12 degrés en moyenne en septembre, 12-14 degrés nuit fraîche, et tempérée, donc supérieure à 14 degrés. Donc sur les 20 dernières années, on se situe clairement dans les nuits fraîches, fraîches à très fraîches. On voit cependant que sur 2 stations, on a des évolutions qui commencent à apparaître, à Anglars et à Fabas, où on passe de nuit très fraîche à nuit fraîche. Et c'est statistiquement significatif. Autre point à noter, c'est la station de Viella toujours, où en septembre, ce sont les températures minimales qui sont les plus élevées sur cette station. Certainement aussi des effets de fun, peut-être, des Pyrénées, qu'on pourrait expliquer par rapport aux autres régions. Donc voilà pour un peu dresser le bilan des évolutions au niveau des paramètres météorologiques. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder en termes de bilan hydrique, sur parcelle viticole, comment ça s'est comporté sur cette période. Alors qui dit bilan hydrique dit modélisation. Donc nous avons utilisé le modèle de bilan hydrique Wallis, qui est en ligne, qui est gratuit, si vous voulez vous amuser à faire des simulations. Donc nous avons utilisé les données météo journalières sur 2 stations, la station de Cossens et celle de L'Isle-sur-Tarn. Et autour de ces stations, nous avons créé 2 parcelles virtuelles, une avec une faible réserve en eau, 100 mm de réserve en eau, et une avec une forte réserve en eau, 200 mm. Voilà. Et pour paramétrer le modèle, des configurations de parcelles qui sont fréquentes dans la région, 2,50 m par 1 d'écartement de ligne. Dans le Gers, un sol argileux, et puis sur le Tarn, 2,20 m par 1 mètre, et les sols plutôt limoneux, pas trop d'argile. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres, et on regarde derrière comment ça a évolué au cours de la période. Alors le modèle, qu'est-ce qu'il nous donne? Le modèle, il va nous donner de la quantité d'eau disponible pour la vigne dans le sol à un pas de temps journalier. Voilà. Donc de cette proportion d'eau disponible, on fait des classes, et on associe à cette proportion d'eau de la contrainte hydrique pour la vigne. Absence, donc légère, modérée ou sévère. Voilà. Autre point à prendre en compte également, ce sont les effets de la contrainte qui peuvent être attendus en fonction de la période du cycle. Si on est sur la floraison-véraison, on va chercher à avoir un petit peu moins de contraintes pour favoriser la croissance et le développement des baies. On peut accepter plus de contraintes, évidemment, au moment de la maturation. Encore une fois, les échelles que je présente là, il faut les relativiser en fonction des objectifs que l'on a, rendement, et également le profil produit. Si on veut faire un AOP rouge à petit rendement, et évidemment, on pourra accepter un peu plus de contraintes que si on veut faire un IGP blanc à fort rendement, par exemple. Voilà. Donc voilà un peu la méthode. Si on prend un exemple sur un millésime sans état hydrique avec effet négatif, on va prendre en Gascogne, sol à faible réserve en eau, 100 mm, en 2019. En nombre de jours où la vigne s'est retrouvée dans les différentes classes de contraintes, on voit que sur la période juin-juillet, qu'on va associer à la période floraison-véraison, de manière un peu simplificatrice, on a donc la vigne qui est majoritairement en absence de contraintes, et légèrement en contrainte, ou en contrainte modérée sur la période août-septembre. Donc clairement, ce millésime et sans effet négatif de la contrainte hydrique. Voilà. Autre exemple, 2012 dans le Tarn, parcelle aussi avec une faible réserve en eau,
Et là, vous avez le nombre de jours où la vigne est de manière précoce, dès juin-juillet, avec des états hydriques modérés à sévères, importants. Et là, on aura des effets négatifs, clairement, sur la croissance, sur le développement des baies. Voilà. Donc ça, c'est des exemples particuliers sur des millésimes. Si on se projette sur les 20 années, et si on compare donc les 2 décennies, on voit qu'on n'a pas d'évolution. Hein. Tout à l'heure, je vous présentais des évolutions sur les températures et sur le bilan simplifié. Là, on voit qu'on n'a pas de différence. On a trop de variabilité entre les millésimes pour qu'on puisse dire qu'on a une évolution entre la décennie 2000 et la décennie 2010. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on a 14 années sur ce type de sol, avec le modèle, on a 14 années sur 20 avec de la contrainte hydrique négative, c'est-à-dire qui va impacter la croissance et le rendement. Ce que vous avez là en rouge et en jaune pour faire... voilà, ça fait donc 70% des millésimes. Cette contrainte se poursuit 11 années sur 20, évidemment, sur la période août-septembre, c'est-à-dire véraison-récolte. Donc clairement, sur ce type de parcelle, aujourd'hui, est à raisonner l'adaptation à la culture de la vigne sur ce type de sol. Quel profil de vin on veut faire? On ne peut pas faire tous les profils de vin sur ce type de sol. Si la parcelle est en restructuration, quel cépage, quel porte-greffe on met sur ces parcelles-là et quelle technique on applique? Est-ce qu'on y met de l'irrigation ou pas? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du sol? Est-ce qu'on met de l'herbe? Est-ce qu'on ne met pas d'herbe? Voilà. Mais clairement, ce type de parcelle aujourd'hui montre, sur les 20 dernières années, des états hydriques déficitaires. Autre exemple, la Gascogne. Donc là, on va prendre un sol avec une forte réserve en eau, donc 200 mm. Là encore, pas d'évolution entre la décennie 2000 et 2010. Et ce qu'on voit là, sur ce type de parcelle, dès qu'on a de la réserve en eau dans le sol, on n'est que sur 1 année sur 5 avec de la contrainte négative. Voilà. Sur la période juin-juillet, et on se retrouve avec seulement 10%, donc 1 année sur 10, sur la période août-septembre. Ces réserves en eau, là, il faut la préserver. Et aujourd'hui, clairement, pour les 20 années qui viennent de passer, l'irrigation n'est pas nécessaire sur ce type de sol. On voit que la vigne peut fonctionner normalement. L'irrigation ne se justifie pas, que ce soit d'un point de vue technique ou économique. Voilà. Pour terminer, donc, 2 conclusions. Une première partie, donc on voit qu'on a des évolutions progressives d'un climat viticole tempéré vers un climat tempéré chaud en 2 décennies, donc extrêmement rapidement. On voit qu'on a des déficits hydriques donc, qui sont aujourd'hui présents sur sol superficiel qui peuvent clairement impacter le profil des vins. Mais quand même, ne pas oublier que si les sols ont des réserves en eau, aujourd'hui, l'augmentation des températures et des précipitations peut être favorable à la productivité du vignoble. Je vous remets en mémoire un millésime comme 2018, qui est un des millésimes les plus chauds de ces 20 dernières années, et qui est, dans nos régions, un vignoble avec année record en termes de production. Si le sol a des réserves suffisantes. Voilà. Les perspectives, c'est millésime 2003, ça a déjà été dit avant. Le millésime 2003 est une référence à laquelle il va falloir faire face à nouveau. Vous avez vu 20 jours d'échaudage, des conditions de température extrêmes, et ça, donc il faut s'y préparer. Et le dernier point pour terminer, c'est que l'adaptation au changement climatique, aujourd'hui on parle adaptation, technique, mais c'est surtout l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, à titre individuel, à titre collectif, à titre de la filière également. Voilà. Merci de votre attention.